La République démocratique du Congo croule sous des problèmes complexes et anciens. Ils remontent à très loin. 1885, nous sommes dans l'État indépendant du Congo. Et d'indépendant, il n'en porte que le nom. Dans les faits, le Congo est la propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique, qui détient le monopole sur l'exploitation de ses richesses, le caoutchouc et l'ivoire, avec un système de travail forcé et une armée d'une brutalité inouïe. Massacres de masse, torture, amputation systématique quand les quotas de caoutchouc ne sont pas atteints. Le Congo devient le pays des mains coupées. Des atrocités telles qu'elles suscitent un tollé international. L'insécurité, l'instabilité, la paupérisation de la population, la corruption et les détournements, pour ne citer que cela, y sont légion. L'insécurité continue à nous déranger chez nous. Nous sommes fatigués, on tue tout le jour. Jusqu'à quand on va continuer à compter des cadavres? Ebola, la guerre, les tirs, les massacres, on dirait que c'est un génocide assassinique. Trop, c'est trop maintenant. Cette situation se détériore quotidiennement. Parce que nous affichons un comportement qui ne peut pas permettre à ces pays d'aller de l'avant. Et moi, j'aurais souhaité qu'avec les transferts pacifiques et civilisés du pouvoir au sommet de l'État, que le premier chantier du chef de l'État actuel ait été en tout cas le changement des mentalités. Mais je note que 4 ans après, je me rends compte que nos mentalités en tout cas sont restées les mêmes et se sont même empirées. Je prendrai seulement l'exemple, les chaos, les désordres qui règnent dans le domaine de la circulation routière, où personne en tout cas ne respecte les codes de la route, personne. Et même les policiers de roulage chargés de pouvoir mettre de l'ordre et même aussi sont des hors-la-loi. Je disais, en 2021, nous avons assisté à un coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire que le régime nous a amené un état de choses qui n'a jamais eu lieu dans le monde, où que vous alliez. C'est-à-dire, vous avez une situation où une majorité en pleine législature et sur fond de corruption bascule de l'autre côté. Donc, c'est une situation inédite que le régime nous a apportée. Le drame reste ce comportement barbare, soutenu par les manipulations et l'irresponsabilité de sa classe politique face à la souffrance du peuple congolais. Les efforts diplomatiques, doublés des initiatives et des partenaires pour trouver une solution durable et pérenne, sont continuellement sapés par les autorités congolaises. Le dernier mini-sommet de Luanda a exigé le divorce d'avec les FDLR et leur rapatriement au Rwanda. Le gouvernement congolais les utilise à ce jour comme des supplétifs des FARDC contre le M23. Ce qu'on voit, c'est que les forces armées congolaises, elles intègrent à peu près tous les groupes armés, sauf le M23. Le dernier round des négociations à Nairobi a avorté suite au sabotage de la délégation gouvernementale congolaise, en cela assistée par les groupes armés alliés du gouvernement. La dernière en date est l'initiative de l'émir du Qatar qui a invité le Rwanda et la RDC ainsi que d'autres pays de la région pour trouver une issue à la crise congolaise. L'initiative de la médiation du Qatar n'est en rien fondée sur la relation particulière qu'il entretient avec le Rwanda. Doha est reconnue à l'échelle mondiale comme capitale des facilitations entre pays en conflit ou entre frères ennemis au sein d'un même pays. Ce qui aurait été obtenu par la médiation qatari, c'est le principe d'une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Devait y participer aussi le président burundais, Moussa Faki Mahamat à la tête de la commission de l'UA, le président kényan William Ruto, le facilitateur dans cette crise Uhuru Kenyatta et le président angolais Jean Lourenço. Ouais, mais pourquoi le Qatar ? La médiation, en fait, c'est un instrument clé de la diplomatie qatari. Depuis plusieurs années, l'Émirat multiplie les missions de bons offices, d'abord au Moyen-Orient, mais pas seulement. Le Qatar a été très actif entre les États-Unis et les talibans, qui sont aujourd'hui à la tête de l'Afghanistan. Et pour l'Afrique, c'est au Qatar qu'avait été organisé l'année dernière le pré-dialogue tchadien, dialogue entre les autorités de N'Djamena et les groupes armés. Ce pré-dialogue, il s'est bien étalé dans le temps, plusieurs mois, jusqu'à l'ouverture du grand dialogue, cette fois au Tchad, en septembre. Alors pour l'instant, la médiation congolaise, elle a eu moins de succès, il faut le dire, puisque la rencontre a finalement été annulée dimanche, quelques heures avant son début. La RDC renforce sa stratégie du chaos en refusant de se rendre au pourparlers de Doha, pourtant initié à la demande expresse du président Tshisekedi. Encore une fois, il se tire une balle dans le pied. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix
On ne se lasse plus de la désinformation, de la propagande et la distorsion de la vérité qui sont un exercice prisé par certains de ces Congolais. En effet, la grande composante du produit intérieur brut du Rwanda au troisième trimestre 2022 était issue des secteurs des services à la hauteur de 47%, l'agriculture à 24% et le secteur industriel avec 21%, l'exploitation minière à elle seule ayant connu 15% en 2020. Il apparaît clairement ici que ce fantasme du pillage des minerais de la RDC par le Rwanda, véhiculé par une certaine opinion congolaise, est complètement farfelu. La distorsion des faits qui sous-tend le narratif doublé de l'intoxication de l'opinion congolaise sur le Rwanda a atteint son paroxysme au point où les naïfs en font une croyance. À telle enseigne que même des intellectuels propagent l'idée saugrenue que l'économie rwandaise est en souffrance faute d'accès aux minerais du Congo. Les échanges économiques entre le Rwanda et la RDC sont quasiment insignifiants. Tenez, lors du 4e trimestre 2021, les exportations du Rwanda vers le Congo étaient à hauteur de 34 millions de dollars américains, alors que la RDC ne figure même pas parmi les 20 premiers pays dans lesquels le Rwanda fait des importations, le premier étant la Chine. Ce qu'ils ignorent, les échanges commerciaux auxquels font allusion ces intellectuels congolais sont du ressort des échanges transfrontaliers dans le secteur informel. Il est établi que ce n'est pas le Rwanda qui en souffre, bien au contraire. Ce qui est certain, la mise en œuvre des accords du 26 juin 2021 était la première étape d'une longue série d'accords bilatéraux qui auraient sorti la RDC de sa léthargie par effet domino. C'est en grande pompe que le président congolais Félix Tshisekedi reçoit son homologue rwandais Paul Kagame à Goma dans le Nord Kivu. Au programme, signature d'accords commerciaux et d'une convention contre l'évasion fiscale avec un mot d'ordre, coopération. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques. Un mois après l'éruption du volcan Nyiragongo, le président Paul Kagame a présenté ses condoléances aux victimes de la catastrophe. Le Rwanda est prêt à aider et à s'associer avec la RDC selon ses moyens pour relever ce défi. Mais nous n'en discuterons pas publiquement tant que le plan n'est pas plus avancé. Je parle de la volonté des deux pays à coopérer et de la volonté de faire notre part, quelle qu'elle soit, pour s'attaquer aux problèmes. La réussite des premiers accords aurait certainement permis la signature d'autres pour permettre la construction des infrastructures utiles au développement rapide de la RDC. Comme le disait Fortuna Bisselele, ancien conseiller privé du président Tshisekedi en matière économique, des forces obscures ont torpillé les bénéfices dont les deux États pouvaient tirer des accords précités. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Ce sont ces mêmes forces obscures qui ont concocté le plan machiavélique du maintien de la RDC dans le chaos et préparé les éléments de langage à grande diffusion pour charger le Rwanda afin d'obtenir un glissement des élections. Ce qui augure des lendemains qui déchantent pour les Congolais. Pourquoi voudriez-vous qu'on aille à tout prix aux élections pendant qu'il y a des gens qui tombent à l'Est? Ce sont nos frères. Ils ont le droit de voter aussi. Ce sont des citoyens congolais. Ils doivent voter. Ils n'ont pas voté en 2018 parce que Ben y avait de problèmes. Aujourd'hui, ils doivent voter. Pourquoi ne pas faire un consensus? Pourquoi ne pas s'asseoir avec les acteurs politiques? Je ne parle pas d'un dialogue. J'ai dit s'asseoir pour faire comment on dit,
donnez-moi cette expression qui m'échappe, c'est-à-dire que arrangeons-nous, asseyons-nous, et voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour d'abord amener la paix à l'Est. Ne pensons pas qu'aux élections, parce que quand on pense seulement élections, c'est-à-dire on pense à nous-mêmes, mais il y a une population qui se meurt là-bas. La République démocratique du Congo est une menace existentielle pour presque tous ses voisins. Les attaques déstabilisatrices des groupes rebelles tant au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, en Centrafrique, au Sud-Soudan, partent de la RDC. Selon Kigali, c'est entre 9h59 et 10h20 que des roquettes se sont abattues sur plusieurs localités du nord du Rwanda, toutes proches de la frontière avec le Congo. D'après un communiqué de l'armée rwandaise, il s'agit de roquettes de l'armée de la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les impacts sont limités, mais les roquettes sont tombées parfois dans des lieux très fréquentés, comme là où je me trouve, le plus grand marché du secteur de Kinigi. D'après les habitants, 6 lieux ont été touchés dans 2 secteurs différents et une personne a été blessée à la jambe. L'armée rwandaise évoque plusieurs blessés et au total une douzaine de maisons détruites. La fameuse communauté internationale devrait interpeller donc la République démocratique du Congo et l'empêcher d'être la source de l'insécurité régionale. Le gouvernement congolais doit répondre également des raisons de son attitude de fouler aux pieds les accords conclus à Nairobi et Luanda. Quid alors de son casus belli, mais également il doit répondre de l'extermination des Tutsis congolais sur incitation des autorités politiques, militaires et civiles, en utilisant des groupes armés illégaux dont les forces négatives de Nyatura, Maïma et FDLR, déterminés à exterminer les Tutsis congolais. Nous sommes en face d'une situation extrêmement complexe dans laquelle l'idéologie joue un rôle majeur, l'idéologie du génocide, cette idéologie qui s'est transmise en République démocratique du Congo par la diaspora génocidaire et notamment par les groupes armés qui ont suivi la quasi-dissolution des forces armées rwandaises après 1994 et bien sûr les FDLR en tout premier lieu. Donc la véritable observation, c'est cette idéologie qui non seulement hante l'ensemble de ces acteurs et qui risque de conduire à un nouveau génocide des Tutsis, mais cette fois-ci au Congo. Le gouvernement congolais a suffisamment fait preuve de complaisance, sinon de complicité dans cette affaire. Nul n'a été poursuivi pour atteinte à la vie des civils Tutsis congolais, lynchés, torturés et brûlés sur la place publique, y compris en présence des autorités militaires.